Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Attention, nouvelle offre limitée dans le temps au départ de Paris vers les Antilles ou des Antilles vers Paris pour des déplacements du 1er mai au 30 juin au prix de 606 € avec 2 bagages de 32 kg, voire conditions dans nos agences. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinentale au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil, au 09 78 80 13 39. Hexagone, actualité. Entre merveilleuse, nous trouvons la Foire de Paris avec Babette de Rouzières qui présente ce matin, en ouverture de cette édition de la Foire de Paris, son ouvrage La face cachée de la politique en Île-de-France. Alors, vous avez fait toutes les coulisses de tout ce qui est politique pour écrire un tel titre, Babette. Mais bien sûr, ça porte bien son nom, la face cachée. Ça veut dire que c'est la face qu'on ne voit pas. Donc voilà, pour écrire ce livre-là, d'ailleurs, ça m'a demandé beaucoup de temps parce que le 8 mars, donc j'ai quitté la politique de Valérie Pécresse et moi j'ai voulu apporter une réponse aux gens qui s'interrogent parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent oui, est-ce que c'est pas un coup de sang, est-ce que parce qu'elle a un antécédent avec Valérie? Pas du tout, j'ai écrit ce livre parce que j'ai vécu, c'est après une grande réflexion, parce que j'ai vécu des choses qui m'ont vraiment choquée. Parce que quand on rentre en politique, avant de rentrer en politique, on te caresse dans le sens du poil, tu es la plus belle, la plus merveilleuse, on te raconte plein de bonnes choses, on te fait plein de propositions, on s'engage même avec toi en te disant, on te donnera la 5e place, la 3e place, la liste, alors que je ne savais même pas ce que ça veut dire, on te dit qu'on te donne un poste de vice-présidente, et puis finalement quand vous rentrez, vous êtes élu, ça change. Dès le départ, ça change. Tu n'as plus la place de vice-présidente qu'on t'a promise, tu n'as plus les mêmes attentions, tu commences à travailler mais tu ne sais pas où tu vas. Moi, on m'a donné la préfiguration de la cité de la gastronomie qui est coquille vide. D'ailleurs, il y a un collègue qui m'a dit ça, c'est un hochet qu'on t'a donné. Alors qu'on devait me donner une place de vice-présidente. Ça a été déjà ma plus grande déception. Mais je me suis dit, t'es là, mais maintenant tu dois faire ton trou. Et c'est comme ça que j'ai cherché à voir comment je peux être utile pour mes pairs en prenant la gastronomie par les bras et en essayant de faire des choses pour justement ce corps de métier. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de monter le parcours de la gastronomie avec 6 sites en Île-de-France qui a eu un succès pas possible malgré je n'ai eu ni budget, pas de personnel pour m'accompagner. Parce que c'était ça aussi. Moi, j'ai attendu, je demandais un personnel, on me donne rien. Parce que pourquoi? Parce que moi, je sors de la meute, je dis ce que je pense, je respecte quand ils font, ce que les autres ne font pas. Il faut savoir aussi, quand on rentre en politique, j'ai appris ça, c'est comme si tu rentrais dans une secte. Il y a le gourou, qui est dominateur, et il y a des adeptes. Une fois que tu rentres en politique, tu deviens tout de suite l'adepte. Ça veut dire que tu dois avoir lécher une soupe, tu dois fermer ta bouche, tu ne dois pas donner tes opinions. Moi, je ne peux pas vivre comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui aime dire ce que je pense. Je n'aime pas être guidé par mes réponses. Et donc, déjà au départ, ça n'allait pas par rapport à ça. Donc, bonjour. Donc, évidemment, il faut savoir ça au départ. Quand on ne sait pas ça, eh bien, on est déçu. Mais moi, j'ai été déçu déjà à l'annonce de la préfiguration à la gastronomie. Alors, et petit à petit, j'ai vu les trahisons, les humiliations, les paroles non tenues, les petits arrangements entre amis, le clientélisme, la personne qui te dit en réunion d'exécutif, surtout aujourd'hui, vous dites rien, vous dites ça, vous dites ça, vous dites ça, vous dépassez pas. Moi, je ne peux pas vivre comme ça. Oui, ce n'est pas possible. Ce qu'il faut dire, Babette de Rouzières, c'est que de très nombreuses pages sont consacrées dans cet ouvrage à Valérie Pécresse. C'est une forme de revanche? Non. Le mot revanche, je le rejette parce que c'est pas parce qu'on écrit ce qu'on a vécu c'est la continuité de ma bio. Moi, j'ai écrit ma bio en me mettant à nu, en racontant tout ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. Et moi, j'ai estimé, parce que ma bio, c'était justement pour dire aux jeunes comme moi, enfin, à l'époque, de ne pas se désespérer parce que vous avez une enfance difficile. Il faut croire en l'avenir, il faut foncer. Eh bien, c'est le même message que j'envoie aussi aux gens qui liront ce livre, en leur disant, faites-vous bien une idée de la personne pour qui vous allez voter. Parce qu'une fois que vous mettez votre bulletin dans l'urne,
Si vous avez fait votre devoir citoyen, eh ben c'est tant pis pour vous si vous avez mal choisi. Mais pourquoi tant de pages consacrées les à Valérie Pécresse? Non, mais c'est pas uniquement Valérie Pécresse que tu plaisantes. Oui, Quand tu regardes, t'as pas regardé regarde, il n'y a pas que Valérie Pécresse, c'est trop d'honneur. Il y a des choses qui sont importantes aussi. Il y a quand même un chapitre mais important. Évidemment, il y a un chapitre important. C'est juste après, parce qu'il y a eu effectivement cette rupture lors de la campagne entre Valérie Pécresse. Vous avez voulu peut-être vous expliquer, mais dites-nous. Ah non, mais j'ai voulu justement expliquer aux gens pourquoi j'ai quitté Valérie Pécresse. Pour leur dire, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas d'animosité. Il y a simplement que je veux ouvrir les yeux des personnes qui croient à la politique en leur disant, quand vous êtes en politique, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais il faut avoir des vraies valeurs. On ne peut pas dire n'importe quoi aux gens. On ne peut pas faire croire une certaine chose aux gens et derrière le dos, dire autre chose. Ce n'est pas possible. Ça, c'est la première chose que je condamne. Et tout le détail est dans mon livre. Et Anne Hidalgo qui vient vous voir, on sait l'inimitié qu'il y a entre Mme Pécresse et Mme Hidalgo. Alors ça, je ne me mêle pas de ça. Vous savez, Anne Hidalgo, c'est mon amie. À l'époque, elle était inspectrice du travail quand j'ai connu Mme Hidalgo. Donc, elle était loin de la politique. Et c'est une personne avec qui j'ai toujours été amie. C'est pour ça que je suis rentrée en politique avec Mme Pécresse. Je lui ai bien dit, je suis amie avec Anne Hidalgo. Quand il y aura quelque chose contre Mme Hidalgo, je veux me déporter. Parce que je suis loyale. En politique, il faut aussi avoir une loyauté. Je ne peux pas entendre qu'on dise du mal de mon ami et rester là. C'est comme si tu vas au tribunal, tu te fais juger alors que c'est toi-même qui es dans le dossier et tu défends le dossier. C'est pas possible, tu te déportes. Donc voilà. Donc Anne Hidalgo, c'est une amitié indéfectible. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et c'est une très belle personne. Et Anne Hidalgo m'a toujours soutenue. Pour mon salon de la gastronomie des Outre-mer, où j'ai trimé, et c'est pour ça aussi que je suis entrée en politique, pour défendre les Outre-mer, où j'ai trimé pour pouvoir mettre à Paris, porte de Versailles, le salon de des Outre-mer. S'il n'y avait pas Mme Hidalgo, je ne réussirais pas. C'est une femme qui est fidèle, elle est tenace, et quand elle dit une parole, elle tient sa parole. Ce qui n'est pas le cas de Mme Pécresse. Vous ne craignez pas un retour de flamme de M. Karam, par exemple? M. Karam, de toute façon, c'est le factotum de Mme Pécresse. D'ailleurs, c'est par lui ça a commencé, parce que je ne le connaissais pas à l'époque. C'est lui, en 2014 ou 2013, qui m'a appelé pour me dire il faut venir à la politique tout doucement, parce qu'elle était connue, tu as de la réputation. Et puis voilà, je te vois bien en politique pour défendre les Outre-mer. Parce que les Outre-mer, c'est mon point sensible. Et elle, Valérie, elle est venue, elle a fait un sit-in dans ma maison. J'avais jamais vu autant Valérie dans ma maison, à Maule, hein. Petit déjeuner, le dîner, fête de son anniversaire, elle était partout. Même à la garden party. Tout ça parce qu'elle était tenace. Ça, c'est une qualité. Elle a ça, mais elle a beaucoup de qualités aussi. Elle était tenace, elle est venue tout le temps, Babette, je vais te donner ci. Et j'ai fini par dire oui. Et c'est pour ça que je dis oui, parce que Valérie, c'est quelqu'un, quand tu la vois, eh ben, quand tu l'entends parler, tu as envie de l'écouter, tu as envie de croire en ce qu'elle te dit. Et en plus, elle est tenace. Moi, j'aime les femmes qui vont jusqu'au bout, tu vois. Et puis, il faut reconnaître aussi que à la région Île-de-France, pour sa première mandature, elle a fait beaucoup de choses. Et je le dis dans mon livre. Ça, c'est la femme qui a fait en 5 ans ce que son prédécesseur n'a pas fait en 17 ans. Ça, il faut le reconnaître. C'est le bon côté. Elle n'avait qu'à rester à la région Île-de-France, comme elle avait promis. Elle avait dit qu'elle resterait jusqu'à la fin de la mandature. Et 2 mois après, elle se présente au présidentiel sans rien nous dire. Déjà, c'est une trahison, elle nous a rien dit. Et elle a trahi aussi le peuple. Donc, ça se fait pas. Cet ouvrage est une manière de rebondir en politique? Mais pourquoi j'ai pas perdu la politique? Pourquoi rebondir? Je n'ai pas rebondi puisque je suis dedans. Les gens qui rebondissent, c'est les gens qui sont partis. Moi, je ne suis pas parti, moi. Donc, je suis là. Après les législatives, vous n'avez pas eu de déception? Ben, pas du tout. Alors, ça, c'était un complot. Tu sais que quand il y a eu l'affaire DSK, c'est parce qu'il y avait Hollande qui se présentait. Quand il y a eu l'affaire Marine Le Pen, il y avait Macron qui se présentait. Moi, aux législatives, dans les Yvelines, où je suis dans la Circo depuis près de 40 ans, dès le départ, Valérie Pécresse, pendant qu'elle me dit, Babette, va voir Jacob pour te donner ton investiture, etc., elle dit à Bédier, vous ne mettez pas Babette de Rosière, vous mettez Stefanini. Elle dit ça à Sophie Primas. Moi, j'ai dit non parce que j'ai peur de rien. Elle dit ça à Sophie Primas et à Bédier. Alors que Bédier m'avait déjà promis de me donner l'investiture. Finalement, Béziers s'est trouvé en porte-à-faux avec moi. J'ai vu qu'ils avaient Stefanini. Quand j'ai demandé des comptes, il n'y avait personne pour me répondre. Donc, j'ai été en dissidence. Et tu sais ce qu'ils ont fait? Le vendredi, l'élection c'était le dimanche. Le vendredi, ils ont allumé le feu sous mon suppléant
en disant qu'il se droguait, qu'il battait sa femme. Le mec, il a eu peur, il est parti, les gendarmes le cherchaient. Le dimanche, il y a eu des élections et le lundi, il est innocenté dans le Parisien. Bon, voilà le fiasco. Tout ça pour m'empêcher. Parce que tous les gens qui étaient en campagne, les candidats, m'avaient déjà dit, Babette, on va reporter les voix sur toi. J'étais déjà en bonne position, mais voilà, ils ont fait leur fiasco. Et voilà comment il y a un complot et voilà comment j'ai perdu les élections. Pardon, je reviens à ma question. Vous ne craignez pas le retour de flamme, la réponse que pourrait y avoir à votre livre de la part des gens Je ne fais rien du tout, vous savez. Quand moi, ce livre-là, j'ai mis 1 an pour l'écrire parce que j'ai un travail, j'ai un métier. Quand on est en politique, on n'a pas de métier, c'est un problème. Moi, j'ai un vrai métier, j'en ai même plusieurs. Quand j'ai écrit mon livre, j'ai pris mon temps. J'ai fait des recherches. Je suis une petite fourmi. Je n'ouvre pas ma bouche pour ne rien dire. J'ai fait des recherches et tout ce que je dis dans mon livre, si vous regardez au bas de page, vous verrez que je dis les choses, je note les choses. Les bas de page parlent. Vous allez voir. Je note les choses, je dis les choses. D'abord, les Outre-mer, j'ai tenu à démarrer par les stands d'Outre-mer parce que les Outre-mer font partie de notre vie. À Paris, c'est évident parce que nous sommes une ville ultramarine par la présence d'une communauté ultramarine ancienne, très présente dans tous les domaines de la vie culturelle, associative, économique, gastronomique, avec Babette notamment. Et puis, vous savez, moi, sur les Outre-mer, je pense que souvent, depuis la métropole, on n'a pas le bon rapport. On regarde comme si nous, on était au centre et on regarde vers l'extérieur. En fait, si vous vous décalez un peu, si vous vous mettez en Guadeloupe, en Guyane, en Polynésie, en Martinique, et que vous regardez le monde à partir de ces territoires-là, eh bien, en fait, vous avez d'autres centralités. Ces territoires sont tous connectés avec d'autres continents. Moi, je crois beaucoup à l'idée qu'il puisse y avoir un jour dans notre pays aussi une diplomatie des Outre-mer, parce que tous ces territoires nous connectent avec les Amériques, avec l'Océanie, et on n'en tire pas la force qu'on pourrait en tirer, pas la force du dominant sur un dominé, mais la force qu'a notre pays, la France, notamment par l'existence de ces Outre-mer. Et puis les Outre-mer, c'est aussi un réservoir incroyable de biodiversité. Donc il faut considérer les Outre-mer et pas simplement, comme c'est malheureusement souvent le cas, les voir comme ou des problèmes, ou des lieux tellement loin qu'on ne sait pas comment les aborder. Il faut changer ce regard-là. On parle de Mayotte, justement, en ce moment. Mayotte, évidemment, parce que ce qui s'y passe, la violence qu'il y a à Mayotte, je crois que c'est le point extrême, d'ailleurs, de ce questionnement qu'on devrait avoir. Et il faut vraiment que, du côté des pouvoirs métropolitains, on considère les Outre-mer aussi à partir de cette ouverture sur le monde qu'ils nous procurent. Et finalement, on est une grande puissance maritime aussi. Mais notre puissance maritime, elle vient aussi de l'existence des Outre-mer. Et peut-être pour montrer, parce que ça fait longtemps que j'aime vraiment profondément les Outre-mer et que je trouve que le regard et la relation qu'on a avec les Outre-mer depuis la France métropolitaine n'est pas au bon endroit. J'ai décidé aussi cette année de faire des Outre-mer vraiment un sujet majeur. Bien sûr, il y a les questions de mémoire, de mémoire et d'histoire de l'esclavage sur lequel on travaille. Mais il y a aussi, par exemple, la reconnaissance de ces Outre-mer avec les festivités de cet été, le 14 juillet, le feu d'artifice que nous ferons, et ça c'est la ville qui l'offre à la nation tout entière, se fera sur les Outre-mer. Voilà. Et la bande-son et la création artistique sera faite sur les Outre-mer. Ce sont les Outre-mer qui seront à l'honneur. On aura aussi un Paris-Plage qui sera dédié à la Polynésie. Et on aura beaucoup d'occasions de marchés gastronomiques et de partage de la gastronomie des Outre-mer qui se feront et qui nous permettront, et Babette sera bien sûr de la fête, qui nous permettront aussi d'échanger, de partager. Voilà, il faut donner des signes d'amour. Et pas simplement parler des Outre-mer quand il y a des problèmes
quand il y a des révoltes ou de la violence. À la Foire de Paris, Outre-mer News, nous sommes pour cette édition 2023, c'est la première journée. Nous sommes sur le stand de la Guadeloupe avec Jean-Yves Ramassamy, qui est le premier vice-président de la Chambre de métier de la Guadeloupe, avec beaucoup d'artisans qui ont fait le déplacement. Alors, comment se présente cette édition 2003 pour la Guadeloupe ici à Paris, monsieur Ramassamy? Eh bien, je suis fier. Je suis fier au nom de toute la Chambre de métier et aussi de représenter le président Simon Vainqueur qui m'a donné cette responsabilité de l'organisation de la Foire de Paris pour la Chambre des métiers. Je suis fier pourquoi? Parce que cela fait à peu près 30 ans que j'étais présent à la Foire de Paris. On avait une dizaine d'artisans. Aujourd'hui, la Chambre de métier a une superficie de 400 mètres carrés avec 40 chefs d'entreprise guadeloupéens, 40 artisans qui sont installés sur les 400 mètres carrés. Et nous avons mis en valeur toute une panoplie de transformations qu'au niveau agroalimentaire, mais aussi surtout toute la transformation artisanale par rapport à tous les produits que vous voyez aujourd'hui et qu'on voit les chaussures que fabriquent les Guadeloupéens, qu'on voit au niveau de la couture, la beauté guadeloupéenne, au niveau de tous les produits transformés pour les soins de beauté. Je dis c'est vraiment une belle réussite aujourd'hui, cet artisanat guadeloupéen. L'artisanat dans toute sa grande dimension, dans toute sa dimension ici à la Foire de Paris. Et quels sont justement ces secteurs alors? Qu'est-ce que ces artisans, en gros, d'une manière globale, qu'est-ce qu'ils sont venus présenter ici à Paris? Alors, ils sont venus présenter ici à Paris toute une richesse naturelle de la Guadeloupe. Et pourquoi je dis ça? Et ce qui est important, c'est de voir cet ensemble de jeunes créateurs, de jeunes artisans qui cette année accompagnent cette richesse. Et à travers tout à l'heure, je discutais avec quelques collaborateurs de voir comment, par exemple, transformer le coco. Mais le coco transformé d'une manière générale, comme pour la peau, comme pour les cheveux et autres, quand nous voyons tout ce qui est avocat, tout ce qui aujourd'hui qui rentre dans tous les produits des plantes médicinales, de la manière que c'est transformé et présenté. Quand vous voyez tous les punchs transformés, tous les punchs aujourd'hui qui sont mis en valeur avec l'ensemble des fruits de la Guadeloupe. Et ensuite maintenant, toute une table de présentation avec la transformation agroalimentaire, les fruits séchés, tous les produits frais de la Guadeloupe qui sont transformés. Donc c'est cette richesse naturelle qui est mise en valeur, parce que la Foire de Paris, c'est une foire où tous les goûts du monde sont représentés. Et quand on voit notre petit pays Guadeloupe, qui est devenu un grand pays, le nombre de visiteurs que nous avons, pour le premier jour, c'est formidable. Je suis fier de représenter notre chef de métier, parce que la politique que Simon Vainqueur, Franck Lasseur et moi-même, nous voulons mener dans cette chambre, et surtout pour les 50 années de cette chambre de métier, là je suis fier aujourd'hui de voir à la Foire de Paris cette qualité de présentation, cette organisation, et vous allez voir encore une fois, au niveau de la palme, pour les plus beaux stands de cette foire, vous allez voir que c'est la Guadeloupe qui prendra encore le premier prix. Que représente au niveau de l'économie, l'artisanat de la Guadeloupe sur le plan social, sur le plan de l'emploi en quelque sorte? Alors, l'artisanat comme en France, c'est la première entreprise de France. Et là, quand on voit les jeunes créateurs d'entreprises, on peut dire que ce sont eux qui ont créé leur propre emploi. Et à travers cette création d'entreprise, eh bien, vous avez des gens qui les accompagnent, qui travaillent avec eux. Donc, c'est encore la plus grande source de créateurs d'emplois au niveau de la Guadeloupe. Et la Chambre de métier est en train de mettre en place tout un ensemble de programmations au niveau de la formation. Nous sommes en train de mettre des mesures d'accompagnement des anciens pour pouvoir leur permettre de passer la main. Vous voyez, ça c'est un travail qui a commencé depuis quelques temps, passation de l'entreprise. Nous sommes en train de mettre en place de la formation continue, ce qui permet aujourd'hui à notre les jeunes créateurs que vous voyez aujourd'hui qui sont exposés. Il y a beaucoup qui ont été accompagnés
au niveau de la formation par l'ensemble des métiers. Et bientôt maintenant, je vais profiter de la Foire de Paris pour dire tous les artisans qui ont des problèmes de charge sociale, des problèmes de règlement de la charge sociale au niveau de l'URSSAF, il faudrait qu'ils soient présents à la Chambre des métiers de la Guadeloupe, puisque nous sommes en train de mettre en place un bureau réservé aux tous les problèmes de charge sociale et fiscale. Donc je leur demande de passer maintenant à la Chambre des métiers pour qu'on puisse régler le problème. Je vous ai vu avec ces problèmes que rencontrent les entreprises avec l'URSSAF. Donc vous êtes à Paris, mais le problème est à travers votre tête, à travers votre esprit, et le combat continue. Quelle est la situation? En fait, ce sont des moratoires qu'on aurait annulés brutalement et que les entreprises se trouvent à avoir des sommes impérativement à payer, c'est ça en quelque sorte. Ah oui, puisqu'il y avait des moratoires qui avaient déjà été signés. Après tous les problèmes, il y a le collectif qui s'était réuni, le collectif des organisations professionnelles, où je suis le président. Nous avons réuni tous les problèmes et ensuite maintenant permettre à l'URSSAF de passer des moratoires et cas par cas pour résoudre les problèmes. Malheureusement, il y a eu une décision en dehors du conseil d'administration de l'URSSAF, puisque le président et les élus du conseil d'administration nous ont dit qu'ils n'étaient pas au courant de cette décision, qui a demandé l'annulation de plus de 10 000 entreprises en Guadeloupe. Donc, même si je suis à Paris, mais je travaille sur ce dossier-là avec mes collaborateurs. Nous avons rencontré le conseil d'administration de l'URSSAF. Nous sommes en train de faire les démarches qu'il faut pour pouvoir remettre en place ces moratoires avec eux. Et là, je crois que ça va pas tarder, puisque ça commence à être vraiment, ça commence à bouger. Et nous allons, comme je l'avais dit, interpeller le président de la République, le ministre des Dom-Tom, le ministre des Finances publiques, mais aussi les présidents des collectivités de la Guadeloupe, pour leur dire que c'est inadmissible qu'une décision aussi importante soit prise sans que le conseil d'administration, qui sont des représentants d'organisations professionnelles à l'URSSAF, ne soit pas au courant. Donc à ce moment-là, ce que nous voulons payer, on veut rembourser nos dettes, de donner cette possibilité, au lieu de nous saisir, de nous liquider, mais de donner aux entreprises guadeloupéennes une chance de continuer à payer leurs dettes comme ils peuvent, mais au moins les 12 000 à 15 000 entreprises qui vont être fermées demain, ce sera 30 000 emplois qui vont disparaître en Guadeloupe. Donc il faut maintenant réfléchir, qu'est-ce qu'on veut pour la Guadeloupe? Est-ce qu'il y a une volonté aujourd'hui de faire disparaître nos petites et moyennes entreprises? Ou alors est-ce que peut-être il faut nous évacuer et permettre aux autres extérieurs de venir prendre la place? Il faudrait bien réfléchir à ce qu'on fait. Et c'est pourquoi j'ai donné un délai très court. S'il n'y a pas de solution pour sauver les entreprises guadeloupéennes, mort pour mort, on va mourir debout. Vous parlez avec votre cœur. J'ai rencontré quelques artisans parce que ça fait 30 ans que je sillonne les coulisses de la Foire de Paris avec aujourd'hui des produits innovants. On voit des gens qui se donnent à fond sur des produits. Partout où je passe, quand vous dites vrai, il m'a dit, mais président, vous avez soulevé le problème de l'URSSAF, mais nous avons le même problème. Nous avons ça. Bon, quand nous sommes venus à la Foire de Paris, ce sont des efforts. Ça coûte cher d'installer un stand de la Foire de Paris. Il faut payer. Malgré tous ces problèmes qu'ils ont, ils arrivent à venir en France pour pouvoir s'exprimer et montrer leur valeur. Et c'est cette valeur ajoutée que nous voulons de l'artisanat guadeloupéen. Donc, je ferai tout ce que je peux faire avec le collectif, avec les organisations professionnelles, pour pouvoir négocier avec l'URSSAF, négocier avec les services de l'État, pour qu'on puisse dire, nous sommes prêts à continuer à travailler. Ne nous jetez pas dehors en tant que Guadeloupéens, mais essayez de nous sauver pour nous permettre de rester quand même à travailler, de continuer à travailler en Guadeloupe. C'est mon souhait et c'est ce que je voulais. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.